Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de nous suivre sur Matin Libre Télévision. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique. Le Bénin est à l'aube d'une échéance politique majeure, les élections générales de 2026, un rendez-vous démocratique qui suscite passion et interrogation. Pour en parler, pour en débattre bien évidemment et pour éclairer nos lanternes, nous avons l'honneur de recevoir, d'accueillir par ici une voix incontournable de l'hémicycle, un acteur clé de la mouvance présidentielle de la scène politique béninoise, le député Benoît Desglar, membre du bureau politique et du bureau exécutif national du parti Bloc républicain. Il est élu donc de la 9e législature. Avec lui, nous n'éluderons aucun sujet des enjeux brûlants donc de 2026 aux critiques sur le code électoral, en passant par le bilan donc de son parti politique au Parlement et les coulisses de la désignation du duo candidat pour la prochaine présidentielle. Député Desglar, merci donc de répondre favorablement à notre invitation. Merci. Bonjour. Bonjour, mon cher ami journaliste. Vous allez bien? Très bien. Et j'espère qu'il en est de même chez vous aussi. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. La première question, comment votre parti, le Bloc républicain, se prépare-t-il pour les prochaines échéances électorales? Merci beaucoup. C'est la toute première fois que vous m'offrez l'occasion de m'adresser à vos téléspectateurs. Oui. Comme vous l'avez dit vous-même, je suis membre du bureau politique et du bureau exécutif du parti Bloc républicain. Oui. Et donc, à ce titre-là, il est tout à fait normal qu'à la veille d'une échéance importante dans la vie du parti et dans la vie de notre pays, que nous nous préparions. Donc, le Bloc républicain, qui est un parti important sur la scène politique de notre pays, évidemment, s'active à faire en sorte que lors de ces élections, que nous puissions engranger les bons et les plus grands résultats. C'est vrai, il y a deux types d'élections. Il y a les élections législatives où notre force va se mesurer à l'aune des députés, des sièges que nous aurons à conquérir. Et je puis vous assurer que nous mettons les coups de défense. Nous nous battons et nous activons sérieusement sur le terrain pour que le Bloc républicain devienne le premier parti sur l'échiquier national, que nous puissions avoir le nombre important de députés qui pourraient faire de nous le parti sans lequel rien ne pourrait se faire désormais au Bénin. Au-delà, au lendemain de ces élections, donc, il y aura évidemment les élections communales qui sont dans la même dynamique, où nous voulons, sur les 77 communes de notre pays, quand même nous tailler la part du lion, parce que nous en avons la capacité, nous avons la stratégie organisationnelle, nous avons les hommes. Et nous pensons qu'au-delà des tintamars, à gauche à droite d'autres structures politiques, vous avez vu, c'est dans la sérénité que notre parti s'organise et nous sommes heureux et très confiants en ce qui sera notre positionnement sur l'échiquier national très très bientôt. Très bien. Vous avez quand même un concurrent direct, c'est bien l'Union progressiste, le Renouveau. Et puis après, sans oublier le parti d'opposition, les démocrates. Écoutez, moi, mon parti s'active et se bat pour devenir le plus grand parti. Ça veut dire que notre action est de nous mettre au-dessus de tous ces partis-là, qu'ils soient l'UPR, qu'ils soient la LD ou autre parti. Nous, ce que nous faisons, oui, c'est que nous puissions, au décompte final, nous être à la tête de tous les partis politiques. C'est ça notre objectif. Est-ce que vous voulez donner les moyens aujourd'hui, quand on sait que, à quelques mois, on ne sent rien? Qu'est-ce qui se fait dans le Attendez. Les élections législatives, il s'agit de candidats et au contact de leur peuple, au contact de leur circonscription électorale, et cela sous la direction de leur parti politique. Oui. Et notre parti politique, quand vous suivez les activités,
Notre parti politique n'est pas dans le sommet. Le parti politique est présent au jour le jour à travers la remobilisation de nos troupes, à travers la vitalisation des organes à la base, à travers le nombre tellement important de ralliements que nous recevons. Vous voyez l'adhésion. Le BR attire. Le BR attire. Naturellement. Il attire de par son fonctionnement, de par la politique que nous menons, une politique de rassemblement, une politique où le plus important, c'est de demeurer, de viser haut, afin de devenir plus fort. C'est ça. Et nous ne faisons pas une politique, c'est-à-dire nos directions, nous avons tellement de structuration, vous voulez dire? Non, je voudrais dire simplement que les structures qui animent à la base, ou les structures intermédiaires, vous savez, à travers que ce soit les femmes, à travers l'organisation, ou les jeunes, ils ont une liberté d'action qui leur permet de faire vivre le parti au jour le jour et partout. Ça, nous le faisons. Vous ne trouvez pas ça ailleurs. Donc ça, c'est à l'actif, n'est-ce pas, du bloc républicain. Les autres s'activent certainement, mais peu importe le degré de mobilisation à leur niveau, nous pensons au niveau du BR que si par le passé, nous nous sommes retrouvés en deuxième position, je ne sais pas, nous avons aujourd'hui les armes, la force, l'intelligence et la stratégie organisationnelle pour gagner les élections, qu'elles soient communales et législatives. Très bien. En même temps, il y a les élections présidentielles. Nous appartenons à une mouvance, la mouvance présidentielle. Et les deux partis concernés, principalement concernés, il s'agit du bloc républicain et de l'UPR. Vous convenez donc avec moi que c'est ensemble que ces deux partis, sous l'éclairage, n'est-ce pas, du chef de l'État, vont s'atteler à nous sortir le duo candidat. Et ça, les débats sont en cours. Ce n'est pas mettre ça sur la place publique. Mais on ne peut pas être à quelques jours, à quelques mois et croire que nous ne faisons rien. Ça s'est fait. En fait, quand vous dites que les débats sont en cours, qu'est-ce qui est en cours concrètement? Est-ce que le BR désigne un candidat, désigne donc son duo de candidats, l'UPR désigne le duo de candidats, et le chef de l'État habite? Vous le saurez, chaque parti peut proposer son duo de candidats. Ce que vous êtes en train de faire actuellement? Ce que chaque parti est en train de faire. Actuellement? Ce que chaque parti est en train de faire, et c'est soumis à l'appréciation du chef qui, de façon consensuelle, discute avec les ténors de ces différents partis-là pour que nous harmonisions les candidatures pour, au finish, sortir un duo qui soit où les deux partis vont se retrouver. Un duo où se retrouverait le UPR, un duo où se retrouverait le BR, un duo dans lequel également vont se retrouver les partis qui nous accompagnent. Très bien. Voilà, donc ça va être un duo très très consensuel parce que ça se fera sous le management éclairé du chef de l'État. Et quel est le profil que vous recherchez au niveau de votre parti déjà, si vous devez choisir déjà le duo candidat à proposer? Quel est le profil que devrait avoir votre candidat pour la présidentielle? Mais écoutez, je vous dis encore une fois, nous avons beau proposer des candidats, ils seront soumis à l'arbitrage. Exactement. Ils seront soumis à l'appréciation à un niveau plus élevé. Mais dans tous les cas, il s'agira de faire le choix d'un candidat, d'un duo candidat, qui fera le serment de continuer l'œuvre entamée par le président Patrice Talon. C'est ça. C'est le profil, ça. Très bien. Il ne s'agira pas de déviation, il s'agira pas de... Ce n'est pas un pouvoir qu'il va ramasser, c'est un pouvoir. Il va exercer la suite du pouvoir. Et dans ces conditions-là, humainement parlant, moralement parlant, de par la compétence, il devra démontrer, ce duo devra démontrer
qu'il a la possibilité, les capacités et la force nécessaire de continuer ce que le président Patrice Talon a démarré. Et il doit être économiste, il doit avoir les traits caractéristiques comme le président Abdoulaye Biotchane. Il doit savoir gérer, Et vous savez, le président Patrice Talon ne s'est pas éloigné de la politique. Vous comprenez, on ne peut pas se faire, on peut pas gérer un pays et dire qu'on s'éloigne de la politique. Non, la politique est toujours vient à point. Qu'on soit économiste, qu'on soit géographe, qu'on soit historien. Il y a la maîtrise de la chose politique. Et quand vous l'avez, quand vous savez que c'est la chose politique, il faut faire combiner plusieurs volets, plusieurs aspects, plusieurs considérations. Quand vous avez cette maîtrise-là, vous pouvez gérer un pays. Très bien. Et c'est de ça que nous avons besoin, quelqu'un à la carrure du président Patrice Talon pour continuer son œuvre. Tout simplement. Voilà. Et au-delà de cet enjeu que vous avez évoqué, devenir la première force politique du pays, au travers donc du nombre de sièges que vous aurez à l'Assemblée nationale, au regard également donc des communes que vous aurez à diriger, est-ce qu'il y a un autre enjeu justement pour ces élections à venir pour vous? Mais oui, bien sûr, il y a un enjeu de taille. Vous savez, nous sortons de 10 ans d'un pouvoir qui a révélé le Bénin. Nous sortons d'un pouvoir qui, pendant 10 ans, a démontré que le petit pays qui était le Bénin pouvait devenir le grand pays, le pays envié qu'on constate aujourd'hui. Mais si l'ambition qu'on aura au lendemain de 2026 n'est pas de voir au-delà de ce qui a été fait, alors on aura échoué. Voici pourquoi j'insiste pour dire que la capacité, les critères essentiels de ce duo sera d'avoir l'aptitude, la compétence, la carrure de pouvoir continuer l'œuvre entamée. Très bien. Alors, 2026, c'est un nouvel élan. C'est un nouvel élan. Ce n'est pas facile de continuer ce que le président Patrice Talon a fait. Mais il faut le faire. Il nous faut le faire sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais on peut faire 10 ans. Faire l'option de développer le pays et ne pas connaître quelques situations qu'on peut évoquer ça et là, mais qui, en gros, n'éternise pas l'image, n'est-ce pas, du succès qu'on a obtenu. Donc moi je pense personnellement que, et fermement je crois, que nous devons faire en sorte que 2026 soit une année de paix, que notre pays continue de vivre dans la paix, au-delà de toutes les provocations dont nous sommes victimes de l'extérieur, que notre pays puisse vivre dans la paix et que dans cette paix-là, nous puissions trouver les voies et moyens pour asseoir un véritable Bénin où règne l'union, où règne la cohésion, où règne la compréhension au-delà des intrigues politiciennes. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir cette paix si déjà une doléance des partis politiques de l'opposition de voir le code électoral revu n'est pas, justement, cette doléance n'est pas honorée? Vous voyez, ce sujet-là, il a été débattu sur tous les plateaux. On en parle dans tous les journaux. Mais on en parlera toujours. On en parlera toujours. Mais est-ce que l'opposition n'est pas satisfaite? Écoutez, vous croyez que nous, au niveau de la mouvance, nous dansons, nous réjouissons parce que c'est bon que les critères énumérés dans ce code-là nous permettent d'être sereins, d'être sûrs que nous allons gagner. Mais écoutez, nous sommes en politique. La meilleure façon de gagner, c'est de convaincre. C'est de convaincre. On a déjà, le temps de la dénonciation est passé. Le temps des pleurs est passé. Il s'agit de s'activer sur le terrain. Au lieu de s'activer sur le terrain, si on passe tout le temps à pleurnicher, excusez-moi le terme, si on passe tout le temps à revenir sur les mêmes choses, ça n'avance pas. Nous, on n'attend pas. Nous, on s'active. Nous sommes conscients que c'est très difficile, d'abord,
en tant que BR, Oui. d'obtenir les 20%. Et nous nous battons pour obtenir les 20% sans l'UPR. Mais vous êtes déjà en accord de gouvernance. Mais on ne l'a pas encore compris. Attendez, vous avez la preuve? On ne l'a pas encore fait. Mais je ne dis pas qu'on ne le fera pas. Mais je dis que notre combat, c'est que nous puissions avoir les 20% dans les 24, dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Ce qui n'est pas du tout facile. Je reconnais que ce n'est pas facile. Je reconnais que l'UPR seul n'est pas en mesure d'avoir 20% partout. Pareil pour le BR. Mais c'est à ça qu'il faut réfléchir. Les forces politiques qui vont à l'opposition et qui vont aux élections doivent voir entre elles la possibilité de pouvoir se mettre ensemble dans la perspective des 20% qui ne pourraient pas être atteints. C'est à ça qu'il faut se battre. C'est ça justement. Nous nous battons, chacun individuellement. Le BR se bat pour combattre l'UPR. L'UPR se bat pour combattre le BR. Est-ce que ce n'est pas facile pour les partis politiques de la mouvance quand on sait que vous avez déjà engrangé au moins 10% aux dernières élections, alors que dans l'opposition, les démocrates... Mais ces élections ont lieu il y a 3 ans et demi. Ils ont eu suffisamment de temps Oui. de s'activer sur le terrain que de dénoncer, non? Ils ont eu suffisamment de temps pour s'activer sur le terrain. Pour mobiliser, pour aller dans les hameaux, voir partout, expliquer. C'est vrai, nous allons aux élections, c'est vrai, nous nous sentons brimés, mais faites en sorte que, au-delà de ceci et de cela, que nous soyons les meilleurs. C'est ça le combat qui devait être mené, mais on ne va pas rester à longueur de journée à se présenter sur les chaînes de télévision, sur les plateaux, pour parler du même problème, et en laissant le terrain vide. Nous ne laissons pas le terrain vide. Parce que lorsque nous allons sur le terrain, nous parlons de ce que nous pouvons apporter à notre société, à nos populations. C'est ce que nous faisons. Mais eux, leur descente consiste à quoi? À toujours dénoncer, à dénoncer, à dénoncer. Donc, c'est la différence entre eux et nous. Et donc, vous leur demandez de passer à autre chose. Mais je leur demande simplement de s'activer sereinement à mobiliser la population à la base, parce que c'est la population, c'est elle qui détient le pouvoir, c'est elle qui donne le pouvoir, c'est elle qui vote. Il faut lui parler, il faut lui expliquer. Les 20%, c'est pareil pour l'ensemble des candidats qui seront aux élections. C'est pareil pour tous les partis qui iront aux élections. Très bien. C'est tout le monde qui est concerné. Mais s'ils sont le parti le plus aimé, le plus grand, je crois que ce débat ne devrait plus avoir lieu. Nous pensons que nous voulons être le parti le plus grand, le BR. Nous ne sommes pas encore. Nous voulons l'être. Voici pourquoi tous les jours que Dieu fait, nous sommes au contact de nos populations pour expliquer le bien fondé de voter pour nous. C'est ce que devraient faire nos amis de l'opposition. Très bien. On va parler un peu de la 9e législature. Vous êtes parlementaire, vous êtes d'ailleurs donc un haut responsable du parti Bloc républicain également. Mais quelles sont les actions de votre parti politique au Parlement? Quand vous revisitez un peu tout ce qui a été fait jusque-là pour la 9e législature, quelles étaient justement vos contributions? Oui, le BR, parti de la mouvance, a toujours été présent. Le Bloc républicain a toutes les initiatives, que ce soit à travers les propositions de loi, à travers les interpellations, à travers les questions au gouvernement, et à travers les pétitions. Le BR a toujours été là. Nous avons organisé au niveau du BR, au niveau des députés de l'Assemblée nationale. Ça, c'est toute tendance confondue. Nous parcourons le pays pour nous enquérir d'un certain nombre de choses qui devraient être faites par le gouvernement parce que nous mettons les moyens à disposition, nous nous déplaçons, c'est ça le contrôle de l'action gouvernementale, nous le faisons. Et nous interpellons le gouvernement lorsqu'il y a incompréhension. Donc, ce n'est pas juste aller nous asseoir là-bas. Il y a que nous votons les lois. Il y a que nous votons qu'il y a des propositions de loi de nos collègues. Il y a également que lorsqu'on n'est pas content, lorsqu'on n'a pas compris, qu'on interpelle le gouvernement.
qu'on adresse des questions au gouvernement qui vient répondre. Donc, voilà comment ça fonctionne à l'Assemblée nationale. Et nous le faisons si bien que, voilà, aujourd'hui, le président l'a dit, lors de l'ouverture de la dernière session ordinaire, il a pu le dire que nous avons quand même battu beaucoup de records en matière de vote de loi. Et quelles sont ces lois qui vous ont marqué personnellement? Ah non, les lois, elles sont très nombreuses. Toutes les lois, elles sont votées pour le bien du pays. Donc, toutes les lois qui ont été votées, lorsqu'elles vont à l'Assemblée pour être votées, je crois que c'est des lois qui sont importantes. Je sais qu'il y a une loi qui, justement, vous concerne spécifiquement quand on sait que vous avez quand même fait des études en criminologie. Il y a une loi sur le terrorisme, le blanchiment de capitaux. Quelles étaient vos actions, vos contributions? Mais vous savez, à l'Assemblée nationale, vous avez des hommes et des femmes qui viennent de divers horizons, que ce soit des économistes, des médecins, des agronomes, des hommes de sciences, etc., etc. Donc, lorsque des sujets les concernant arrivent, c'est évident, il est évident qu'ils apportent leur contribution. La contribution du député, lorsque le gouvernement apporte une loi, sa contribution doit être dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer ce qui est proposé, de faire en sorte que le gouvernement, dans ce projet de loi, que lorsqu'il y a des oublis, que vous puissiez les apporter. Et ça, on le fait. La loi dont vous faites allusion tout à l'heure, vous savez, d'abord, il y a eu la loi qui a été votée par rapport aux familles des victimes sur le terrain. Je pense que c'était important. C'était important que les victimes, au nom de l'effort qu'ils consentent, au nom du sang versé, qu'on ne les laisse pas comme ça. Et je pense que c'est un acte important posé par les députés pour que nos parents, nos frères, ceux-là qui sont tombés sur le champ de bataille, qu'on ne les oublie pas, qu'on n'oublie pas aussi leur descendance. Donc c'est fait. Sur le terrain, la politique organisationnelle de défense revient strictement au gouvernement. Comprenez? Il nous arrive, nous députés, d'organiser des descentes dans ces zones-là pour voir un peu comment apporter notre contribution, notre soutien au gouvernement. Et aller même parfois sur la ligne de front pour voir un peu comment l'État s'organise et fait des doléances par rapport à des équipements qui doivent s'ajouter pour mieux défendre notre pays. Et je crois que vous en convenez avec moi, notre pays fait beaucoup d'efforts depuis que nous sommes victimes de ces attaques, de ces terroristes-là. Depuis un certain nombre d'années, une partie de notre territoire est tout le temps attaquée, mais l'État ne reste pas les mains croisées. Vous savez, on a mis en place beaucoup de dispositifs. Et dans cette affaire-là, vous savez, vous n'êtes pas en face de gens. C'est pas une force armée étrangère. C'est un groupe de bandits, de drogués, de bandits et tout, qui vous livrent une guerre asymétrique. Vous organisez ce n'est pas une guerre conventionnelle qu'on se livre. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. En 24 heures, ils peuvent changer, ils peuvent décider d'attaquer tel ou tel endroit. Et pendant que vous faites votre renfort à un autre niveau, ils vous surprennent. Mais pour ça aussi, on peut éviter, parce qu'aujourd'hui, il y a des engins, il y a du matériel qui permet de superviser. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, les vecteurs aériens, ça coûte beaucoup d'argent. Mettre en place un dispositif de surveillance, vous savez, elle n'est pas la distance sur laquelle opèrent ces bandits-là, elle est importante. Donc il faut pouvoir mettre à ce niveau-là un système qui nous permette de surveiller 24 heures sur 24. L'État est en train de faire ce qu'il peut. Ce n'est pas facile, c'est très coûteux, mais on le fait. Et plaise à Dieu, notre pays va gagner
cette guerre qu'on nous impose injustement. Et ce qui est cruel dans tout ça, c'est que une bonne coopération entre nos États nous aurait permis de coincer ces hors-la-loi, nous aurait permis de les neutraliser à jamais. Vous savez, ils opèrent entre deux territoires, entre le Bénin et le Burkina Faso, ils opèrent entre le Bénin et le Niger, parce que nous avons des zones que nous partageons ensemble. Ces zones-là, quand ils sont attaqués, nous ne sommes pas toujours présents là. Ou alors quand ils nous attaquent, ils se replient dans ces zones-là, où ils n'ont pas toujours l'accueil militaire destructeur de ces pays-là, qui, eux, j'ai l'impression, consacrent plus de temps à la zone des 3 frontières, qui est un peu au nord, et qui laisse la zone du point triple, la zone de Banikwara et autres là. Vous comprenez? Donc ils nous attaquent, le parc, au niveau du parc et tout, ils nous attaquent, et puis facilement ils vont se réfugier. Mais s'il y avait cet accord de coopération, et si cet accord de coopération était mis vraiment en exécution, si nos frères du Nord, des pays limitrophes, consentaient que ce qu'on tue au Niger ou au Burkina ou au Niger sont des humains, et qu'il en est de même pour ceux qu'on tue en territoire béninois, le sang, le cœur devrait leur parler autrement, pour qu'au-delà de toute considération, ils puissent accepter que nous mettions en place un système un dispositif de surveillance et de combat contre le djihadisme, contre le terrorisme. Nous n'en sommes pas encore là. Le président de la République, les responsables au niveau de nos armées s'activent. On fait le déplacement pour aller voir ceux qui sont nos interlocuteurs, mais le langage n'a pas encore pris, et nous espérons que cela prendra. Quand ça aura pris, quand ça prendra, je ne pense pas que nous serions encore dans cette peur-là au quotidien de l'arrivée ou non des djihadistes sur notre territoire. Très bien, voilà. Et avant d'évoluer, justement, il y a quand même la loi sur la chefferie traditionnelle. Cela relève de la 9e législature. Ben oui, bien sûr. Vous avez voté pour ou contre? Non, mais on a voté pour. À un moment donné, il fallait mettre de l'ordre. Il fallait quand même mettre de l'ordre. Vous voyez, il fut un moment, pour un oui, pour un non, pour des raisons politiques, chaque village avait un roi. C'était pas bien à voir. C'est la chefferie traditionnelle. Elle a une considération historique, elle a une valeur historique qu'il faut la lui redonner. Et c'est ce qui a été fait. Tout le monde n'est pas satisfait, mais les critères qui ont permis la sélection, quand même, ils sont assez scientifiques. Beaucoup sont mécontents quand même. Bon, oui, attendez, on ne peut pas faire ça, on peut pas casser des œufs, on peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et on sait qu'il y a des mécontents, c'est vrai, ceux-là qui en 1970 ou en 1980 se sont érigés roi de ci, roi de ça, c'est normal qu'ils ne soient pas contents. Mais on peut pas se contenter. Leur mécontentement ne peut pas empêcher le pays d'avancer. Il y a les lois quand même, il y a la loi nationale qui dit que désormais, pour être roi, il y a un certain nombre de critères qu'il faut considérer. Mais les études continuent. Si des gens, après, démontrent à travers les données historiques qu'ils ont le droit d'exister, la loi sera revue. Elle n'est pas fermée. On n'a pas dit qu'à jamais, c'est les 80 ou 90 rois qui sont désormais éternellement reconnus. Non, ça va changer. Ça va changer et qu'il leur appartient de faire les recherches scientifiques et les recherches scientifiques au niveau de l'histoire de leur localité et apporter la preuve. Et puis bon, voilà, les modifications s'y feront. Très bien. Il y a quand même une loi que vous avez rangée dans les tiroirs, en tout cas selon les explications des députés du groupe parlementaire du parti Les Démocrates. La loi sur l'amnistie, qu'est-ce qui se passe, honorable? Pourquoi vous n'aidez pas les autres députés à pouvoir adopter cette loi? Ben, je pense que
lorsqu'on s'adresse à son peuple, on a le droit de vérité, de lui dire la vérité. Tout à fait. Vous comprenez? Aucun député ne peut rester insensible aux douleurs d'un confrère, parce qu'il est député au nom du peuple. Donc il est député que la personne... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de 20%? C'est pour que nous puissions avoir des députés nationaux. Qu'un député ne soit pas simplement le député de son arrondissement, de sa commune ou de sa circonscription. Le député deviendra désormais national et il sera mêlé, il sera touché par tout ce qui le concerne. Donc le député, de quelque localité qu'il soit, doit être touché lorsqu'il sait qu'un Béninois est privé de sa liberté. D'accord? Donc le problème nous concerne tous. Tous, nous avons d'une façon ou d'une autre de la parenté avec ceux dont il est question. Moi, personnellement, j'en ai. Moi, personnellement, j'en ai. Mais il y a la loi de la République. Il y a la loi de la République. Rikiat Madougou, c'est ma fille. Comprenez? Et je ne le dis pas parce que sur ce plateau, sa mère est la sœur aînée de mon épouse. Comprenez? Ouais. Voilà. Nos enfants, ma fille aînée, ma fille aînée, elle est née, c'est dans le lit de Rikiat Madougou qu'elle est restée les premiers mois de sa vie. Comme moi, il y en a beaucoup. Le président Patrice Talon est très lié à la famille Madougou. Il est très lié. Donc, lorsque nous avons tout ça, ces considérations-là, je le dis ici devant vous, parce que je le répète, je l'ai toujours répété, lorsque nous avons cette situation qui est là, il y a que chacun de voir, nous devons utiliser les bons moyens, pour pouvoir trouver les solutions. Ce n'est pas au moment où vous... Parce que chez nous, on dit ceux qui demandent, c'est aux demandeurs d'avoir la main... Qui est longue. Vous ne pouvez pas avoir une main qui est en train de gifler, de taper et de l'attendre pour réclamer quelque chose en retour. Je ne sais pas si, je vous le dis, je ne sais pas. Oui. Je pose la question, est-ce que véritablement les LD sont pour la libération de Rikiat Madougou, de Joël Aïvo? Parce que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas pour. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Nous sommes des partis politiques avec des députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et je ne crois pas qu'il y ait eu une seule fois une tentative de rencontre tripartite pour débattre de cette loi-là. Ensemble déjà, de l'initiative. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. Qu'est-ce que nous faisons? Mais à part être sur les radios, sur les télés et autres là, oui, voilà, nous voulons ci, nous voulons ça, mais vous ne faites rien. Mais approchez les gens. Il n'y a pas eu de démarche de pourparler avec vous. Mais il n'y en a pas, réellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais nous, l'Assemblée est structurée. Il y a des groupes politiques, il y a des groupes, il y a des partis, il y a des groupes parlementaires. Oui. Actuellement, nous en avons 3. Même au niveau des présidents de 3 groupes parlementaires, qu'on ouvre le débat et qu'on élargisse aux membres de ces 3 groupes parlementaires pour dire, voici, humainement parlant, qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, j'ai beau avoir cette relation fraternelle avec Rikiat, avec Joël, mais qu'est-ce que je peux faire seul? C'est ensemble qu'on peut le faire, mais avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas aller à une rencontre avec le président de la République et puis dire libérez-nous Rikiat. Sur un plateau de télévision, c'est pas ça. Nous sommes en Afrique. Nous sommes vraiment en Afrique. Quelle démarche a été faite? Quelle démarche a été faite? Est-ce que quand les députés du groupe parlementaire, les démocrates,
ne font pas cette démarche. Est-ce que vous aussi, vous ne pouvez pas mais c'est eux qui initient, c'est eux qui initient. Il y avait une première loi, il y avait une première proposition de loi qui était totalement erronée, qu'on a jetée. Pourquoi? Parce qu'elle ne tenait pas compte de comment rédiger, de comment elle devait être rédigée, proposition devait être rédigée. Elle a été rejetée. Et ils ont compris pourquoi elle a été rejetée. Mais la nouvelle qui devait être reprise, oui, elle aurait pu, de façon consensuelle, être discutée et puis voir quels sont faits. Vous croyez que si la démarche, la meilleure, la bonne démarche est entreprise, est-ce que vous croyez que le sang, que ce n'est pas du sang qui coule dans les veines de chacun de nous? Est-ce qu'il y a toujours une possibilité d'y arriver? Par exemple, si les démarches, si on... Écoutez, moi je ne sais pas, c'est eux qui sont à la manœuvre. Je ne sais pas ce qu'ils en font par rapport à ce dossier-là. Je ne sais pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous mélangez vous êtes là, vous mélangez le code électoral, vous mélangez le soja, vous mélangez la libération des prisonniers politiques, vous mélangez les exilés politiques. Les exilés politiques, ils ont tous leur dossier. Mais écoutez, ce n'est pas la loi de l'impunité, c'est pas l'impunité. Qu'on parle de ceux qui sont en prison, jugés et condamnés. Ça peut se comprendre. Mais les exilés, là, est-ce qu'on va continuer? La conférence nationale a dit, bon, allez, on ferme la porte, c'est fini, c'est terminé, on oublie. Aujourd'hui encore, on a fait la même chose. C'est des milliards qui sont partis pour l'État. Et tout ça, c'est discutable dans un cadre de modération, d'humilité. On peut le faire. De recherche permanente de consensus. Mais quand vous ne le faites pas, et que vous pensez que, parce que vous aurez crié, ça peut faire baisser les choses. Mais non, vous condamnez, vous faites du mal à ceux qui sont là-bas, à ceux qui sont mistretés. Très bien. En tout cas, le message est entendu. Merci beaucoup à vous, honorable Benoît Degla. Récemment, vous avez été invité sur un plateau de télévision. Vous avez tenu tout de même des propos qui ont suscité quelques réactions, des propos liés à une certaine vengeance. Est-ce que vos propos ont été donc peut-être sortis de leur contexte? De quoi s'agissait-il concrètement? Je vous avoue que je n'ai reçu aucun appel de qui que ce soit par rapport à ce sujet-là. Et je crois que ça n'a pas de sens. Le débat, il est inutile, il n'a pas de sens. Mais vous avez parlé de vengeance. Mais oui, mais écoutez, attendez. Écoutez, est-ce que vous, dans une situation de frustration, est-ce que vous n'avez pas, et vous ne pouvez pas vous arriver de dire ça, je le prends mal, et parce que je le prends mal, je vais me venger. Vous ne pouvez pas le dire, ça ne va pas vous arriver de le dire. Mais oui, le président Patrice Talon, oui, je l'ai dit, à la sortie d'une réunion, humilié, frustré, et qui se fâche et qui dit ça, qu'il va occuper le fauteuil. Est-ce qu'il n'a pas fini par occuper le fauteuil? Et puis ça s'arrête là. Il a occupé le fauteuil. Et c'est fini. Mais c'est fini. Il va se venger, il va s'asseoir dans le fauteuil, d'où on l'injuriait. C'est d'un fauteuil qu'on l'injuriait. C'est d'un fauteuil qu'on le ridiculisait devant ses pairs au plateau économique. Ah ben, écoutez, plaise à Dieu, j'ai macéré dans ce fauteuil un jour. C'est ça la réalité. C'est ça. Je ne sais pas s'ils ont compris, ils ont compris, mais bon, ceux qui font le débat n'ont rien compris, ou alors, bon, voilà, ils ont trouvé un sujet, sinon que c'est comme ça que ça a été fait. Et je pense que, voilà, Dieu a exaucé sa prière, sa colère là, Dieu l'a exaucé, et puis il est assis dans le fauteuil. Voilà. Très bien. Voilà. Et tout simplement, c'est ce qu'il faut comprendre tout à fait. de vos propos. Voilà. Alors, le duo candidat, on devra attendre, vous avez dit, jusqu'à quand on attend? Dans tous les cas, la loi nous impose qu'en octobre, on doit les connaître. Donc on doit attendre octobre. Mais non, je n'ai pas dit ça. Peut-être dans la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, on s'active. Vous activez. On s'active. Quel est le deadline que vous avez? Non, plus on s'active, le deadline que nous avons, c'est octobre. Mais bien avant, et beaucoup avant octobre, vous aurez sur la place, vous les connaîtrez.
Je dis, nous avons à choisir, je vous ai dit, des gens pétris dans ce qui est en train d'être fait maintenant. Des gens engagés dans la poursuite de cette dynamique-là, enclenchée depuis 2016. Donc, ce ne sont pas des gens nouveaux. Ce sont des gens. Donc, on n'a pas besoin d'un siècle pour faire la campagne. C'est avant, lorsqu'il y avait 200 candidats. Il y avait 200 candidatures, voilà, tout le monde voulait. C'est une manière de parler, une trentaine. Une trentaine, bien sûr, j'étais ministre de l'Intérieur, je sais un peu. Tout le monde, voilà, on dépose, là, il y a ceux qui déposent juste le nom et puis c'est fini sans papier, sans rien. Est-ce que nous allons. Comportons-nous comme un pays civilisé? Vous avez des pays où en 2-3 mois on organise des élections présidentielles. On dissout le gouvernement et puis on dit bon, dans 2 mois on fait des élections. Ça s'est fait. Je ne dis pas que nous allons faire ça, mais nous avons suffisamment de temps, suffisamment de compétences, suffisamment de valeurs pour que beaucoup, bien avant octobre, vous receviez peut-être sur votre plateau ici le candidat ou le duo candidat. Et dans le duo candidat, en tout cas, est-ce que le Bloc républicain fait le choix de retrouver dans le duo candidat une femme? Écoutez, la femme peut être aussi du côté de l'UPR. Nous savons quelle structuration vous avez dans votre parti politique. Vous faites vraiment confiance aux femmes. Et pourquoi ne pas choisir une femme dans le duo candidat? Et exceptionnellement, dans ce cas-là, la femme peut être du camp de l'UPR. Vous ne choisirez pas? Ah ben, je n'ai pas dit ça, non. Vous savez, tout est question de stratégie pour gagner. Vous comprenez? Si au finish, c'est une femme qui doit être au devant, même présidente, pour qu'on soit sûr que ce qui est en train d'être fait depuis 2016 va continuer, 10 ans encore, 20 ans encore, mais on choisira une femme. Mais ça, c'est beaucoup de critères qui entrent en jeu. Très bien. Mais je ne peux pas spéculer et dire là que c'est une femme. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons une femme dans notre configuration. Il y aura une femme au niveau du BR qui sera proposée parmi les candidatures à candidature. Très bien. Et on va parler, il y a quand même le positionnement au niveau des élections communales et législatives. Est-ce que les députés qui étaient déjà au Parlement reviendront à l'Assemblée nationale pour le parti Bloc républicain? Vous savez, la nouvelle loi prévoit que un député est élu et son mandat est renouvelable 3 fois. Oui. Donc, si le parti fait confiance à un militant, mais il est reconduit. Vous avez vu la dernière législature, celle finissante, oui. Elle a été renouvelée à près de 70%. Près de 70%. Donc, là encore, c'est le parti qui va apprécier, les organes du parti qui vont apprécier, l'aura des candidats, leur positionnement par rapport à leur circonscription électorale, l'acceptation que les populations font de ces candidats-là, et puis la valeur qu'ils ont incarnée pendant la mandature finissante, c'est autant d'éléments qui concourent au renouvellement ou pas du mandat de quelqu'un. Très bien. Voilà. Voilà. Est-ce que vous optez également pour la jeunesse au Parlement? Bien sûr. Vous savez, moi, mon parti, c'est bien ça, non? C'est le parti qui fait la promotion de la femme et de la jeunesse. Vous savez, nous avons l'organisation des femmes, nous avons l'organisation des jeunes. Personne n'a tenté de nous imiter. Nous faisons beaucoup de choses avec ça. On parle de la jeunesse au Parlement prochain? Mais la jeunesse a été au Parlement. La jeunesse au Parlement. Nous avons la jeunesse au Parlement. Très bien. Voilà. On finit avec vous, hein, honorable Benoît Degla, qui est notre invité sur Matin Libre Politique. L'actualité concernant la fusion
la polémique autour de la fusion PRD-UPR. Qu'est-ce que ça vous dit au niveau du bloc républicain? Bon, à mon niveau, je veux dire personnellement, hein, vous le dites, hein, c'est dommage que nous en soyons à ce spectacle-là, désolant. Vous savez, le PRD au départ, devrait même, était parti pour être avec le BR. Et nous avions en ce moment-là la dynamique unitaire. Et le PRD, avec quelques partis, était en train de constituer un pôle. Un pôle. Et j'ai eu la chance d'appartenir au comité qui a échangé avec ce groupe-là. C'était bien parti, mais bon, voilà, il y a eu des accros, des incompréhensions, et puis le PRD s'est retiré. Et lorsque la nouvelle est tombée que le PRD et l'UPR se mettaient ensemble, et l'UP se mettaient ensemble, j'avoue que j'étais content, j'étais heureux, parce que je me disais que ça renforçait la mouvance présidentielle. Voilà, nous en sommes là lorsque ce différend éclate. Vous savez, la fusion, bon, maintenant c'est un débat sous plusieurs angles. Oui. Les politiques, les juridiques et les sociétales. Ah. Juridique parce que juridique, la fusion telle qu'elle est faite, malheureusement, elle n'a pas entraîné la dissolution des deux partis. Malheureusement. Puisque lorsqu'il y a fusion, c'est deux structures politiques qui se mettent ensemble, mais sans nécessairement que cela entraîne la dissolution de chacun. Parce que s'il y avait une dissolution, on l'aurait constaté à travers des PV des AG, Assemblée Générale, des congrès, ce qui n'a pas été le cas. Politique, parce qu'il y a c'est parti, l'UP et le PRD avaient fait ça dans l'optique, n'est-ce pas, d'être fort, d'être très fort. Oui. Personne ne pouvait douter de la force que constituait le PRD à côté de l'UP, personne. Et ça, au-delà de considérations partisanes, c'était rassurant quant à la force de la mouvance présidentielle. Alors, la politique, c'est le jeu des intérêts. Et certainement que les intérêts n'ont pas été suffisamment bien partagés, n'ont pas été bien préservés. Et on assiste malheureusement là au déballage. Je dis que nous n'avons aucun intérêt, nous, au niveau de la mouvance présidentielle, nous n'avons pas intérêt à nous réjouir de ce qui se passe là. Ce serait irresponsable. C'est vrai, il y en a qui tirent dans tous les sens, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas responsable, parce que c'est ensemble que nous serons forts. Ensemble, l'UPR, l'UPR, le PRD, le BR et d'autres, nous serons forts face à l'adversaire qui n'est pas moins fort. Et le code que nous avons, ce code-là que nous avons en face de nous, il ne doit pas nous permettre de nous réjouir de la casse de l'autre qui prend feu. On doit rester en prière pour que les solutions idoines se trouvent, pour que ces partis-là revoient chacun ce qui a pu provoquer cette situation-là. C'est ça ce qu'on devait faire, et non faire ce que font des égarés là. Parce que ça m'énerve, personnellement ça m'énerve que des gens trouvent à se réjouir que ça se passe comme ça. Quoi qu'on dise, c'est un parti.
C'est un parti, le PRD. Et l'UP, vous voulez enlever le PRD aujourd'hui, il y a une plaie qu'il va falloir guérir au niveau des militants. On affaiblit d'une façon ou d'une autre l'UP. Et nous ne voulons pas ça. Et qui affaiblit l'UP, affaiblit la mouvance. Alors, pour ceux qui se réjouissent, qui gesticulent, qui, à travers les réseaux sociaux, disent n'importe quoi, je me pose la question, mais finalement, à qui ça profite, cette situation-là, entre l'UPR et le PRD? À qui ça profite? Je ne sais pas si ceux-là sont pour que nous fassions la force, la cohésion, l'union autour du président Patrice Talon. Si ceux-là, ils ont ça à l'esprit, ils doivent raisonner autrement. Très bien. Donc moi, je pense que ce qui se passe, c'est affligeant, mais que les responsables au niveau de ces partis-là vont trouver la force nécessaire. Dieu voudra bien les illuminer pour que ce qui s'est passé se conjugue, soit mis de côté et que les intérêts qui les ont guidés au départ, à savoir faire de leur groupe un parti fort, il faut que cette ambition-là renaisse en chacun d'eux. Très bien. Voilà. C'est ce que moi dis. Merci beaucoup à vous, honorable Benoît Desglas. C'est justement avec cet aspect de nos discussions que va prendre fin justement nos discussions. Mais avant de vous laisser partir, votre mot de fin, les Béninois, les internautes vous suivent également. Quel est votre mot de fin? Bien, je voudrais saluer mes compatriotes, demander au peuple béninois que les élections qui approchent ne devraient pas nous dérouter de ce qui est essentiel, la paix. Appeler chacun de nous à la préservation de la paix. Et les élections doivent être l'occasion de joie pour que les meilleurs l'emportent. Tous, nous ne pouvons pas gagner ensemble. Chacun va gagner, mais dans la paix. Je voudrais dire que notre pays, dans la dynamique impulsée par le président Patrice Talon, avance. Mais en 10 ans, on ne peut pas tout réussir. En 10 ans, on ne peut pas tout réussir, mais l'honnêteté nous recommande rien qu'à jeter un regard sur tout ce qui nous entoure. On constate que le Bénin est bien révélé. Les autres problèmes, je pense que s'ils n'ont pas été réglés pendant cette décennie, auront le temps, n'est-ce pas, d'être abordés pour qu'on puisse les régler. Le Bénin, c'est comme le tarmac d'un aéroport jonché de trous. La santé, c'est un trou. L'école, c'est un trou. L'électricité, c'est un trou. Vous prenez, partout, c'est des trous. Et vous avez un avion, vous voulez décoller. Il faut boucher ces trous-là. Il faut rendre le tarmac lisse. Donc, il faut boucher. Et chaque trou a une priorité. Donc, c'est ça, ce qui constitue les enjeux majeurs. Donner de l'eau à boire, donner l'éducation, donner la santé. C'est ça. Ça ne se fait pas, on ne dit pas qu'il faut le faire au détriment du social. Le social est perpendiculaire et se trouve partout dans les aspects que j'ai évoqués. Seulement que le social, ce qu'il est vécu aujourd'hui, n'est pas ce qui était vécu avant. Le social, ce n'est pas la distribution de l'argent, mais c'est l'argent qu'on gagne à la sueur de son front. Et aujourd'hui, il y a la possibilité pour tout le monde de travailler, peu importe le montant que ça représente, mais ça vous permet quand même d'avoir quelque chose que de ne rien avoir.
c'est dire que j'ai un appel à l'endroit de la jeunesse qui est impatiente. Qui est impatiente parce que diplômée, hautement diplômée, mais qui n'a pas son point d'atterrissage. C'est des choses, ça arrive, mais ce n'est pas des choses auxquelles ne pense pas un gouvernement responsable comme celui du président Patrice Talon. Les problèmes seront réglés. Nous allons demander de la patience. Nous allons demander d'avoir un peu plus d'amour. Et dans cette ambiance-là, notre pays va avancer. 2026 va arriver et tout se passera sereinement. Et c'est dans la joie que nous allons enclencher un nouveau départ. Merci beaucoup pour ce message, honorable Benoît Degla, qui est notre invité d'aujourd'hui sur votre émission Matin Libre Politique. Et donc, vous avez suivi notre invité d'aujourd'hui. Nous sommes revenus, bien évidemment, sur les questions de l'heure, liées notamment aux élections générales de 2026. Nous allons devoir attendre encore pour connaître donc le duo candidat qui sera proposé par le Parti Bloc républicain, qui certainement sera arbitré par le chef de la majorité pour que nous ayons donc le duo candidat pour la mouvance présidentielle. Mesdames et messieurs, nous allons donc nous retrouver une autre fois pour un autre numéro de votre émission Matin Libre Politique. D'ici là, portez-vous bien. Agréable suite de journée donc sur nos plateformes digitales. À bientôt.